Francis Sermier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté tout d'abord de faire cette émission avec nous et surtout de nous accueillir dans un espace tout à fait original puisque nous sommes au sein même de votre société Helialp, entouré d'hélicoptères et juste en face de moi, un hélicoptère extraordinaire, le Bell 429, qui est un appareil on ne peut plus performant, je crois. Oui, effectivement, c'est le fleuron, je vais dire, de notre flotte. C'est le nouveau-né. C'est un hélicoptère biturbine, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais c'est une machine juste extraordinaire et qui nous permet d'avoir énormément de plaisir et de pouvoir faire des opérations tout à fait particulières avec cette machine. Alors, Francis Sermier, on peut le dire, vous êtes le directeur de cette société Helialp et également le président du conseil d'administration, donc une vaste société qui possède plusieurs appareils. On en parlera de ces appareils, mais ce que j'ai envie surtout de vous demander, c'est de parler avec vous de cette passion. Vous avez plus de 5000 heures de vol en matière d'aéronef et 4000 heures de vol en hélicoptère. C'est une véritable passion. Et avant de parler avec vous, j'invite, mesdames et messieurs, à regarder maintenant, on va s'envoler avec Francis Sermier dans les airs. Vous allez nous emmener quelque part l'espace de 30 secondes, d'accord ? Avec plaisir. Voilà, de magnifiques images. Où étions-nous en fait ? Alors c'était il y a un mois de cela, c'était une mission en fait en reconnaissance pour le Tour de France. Dans la région du Châtelard, Salvan-les-Marais-Côtes, avec une destination finale qui était un atterrissage à l'hospice du Grand Saint-Bernard. Magnifique. Alors, moi j'ai envie de vous demander, d'entrée de cause, cet enthousiasme pour l'aviation, parce que vous êtes pilote d'avion, mais maintenant bien sûr d'hélicoptère. Quand est née cette passion pour vous ? Ça remonte quand même à quelques dizaines d'années. En fait, cette passion, oui, je peux dire que j'avais toujours plus de facilité à lever mes yeux en l'air plutôt que de les mettre dans les livres. Et voilà, donc j'ai toujours été attiré par cette merveilleuse machine qui est en particulier l'hélicoptère, mais également par tout ce qui vole. J'ai toujours été intéressé par ces engins extraordinaires, et dont l'hélicoptère en particulier. Alors, je précise que vous êtes natif de Sierre. Et on voyait beaucoup passer d'hélicoptères à l'époque aussi, notamment vers les hôpitaux de Sierre. Oui, et puis c'est en fait vers les années, on va dire 1970, en l'occurrence, que j'allais régulièrement voir atterrir Bruno ou Fernand ou d'autres personnes à l'hôpital de Sierre avec cette fameuse Alouette 3 qui en fait m'a toujours fasciné et encore aujourd'hui. Alors, pour devenir ce que vous êtes devenu aujourd'hui, quel chemin avez-vous parcouru ? En fait, ce chemin, il est effectivement assez long parce que je suis tombé, je vais dire, dans la profession assez tard. Mais je vais dire que l'expérience aéronautique débute dans les années 70 où cette attirance pour l'aéronautique m'a fait découvrir au départ le deltaplane. À l'époque, j'étais allé faire un petit brevet du côté de Morgin où l'on volait avec des Manta Dennis. Malheureusement, on dénombrait presque un mort par mois à l'époque, alors qu'aujourd'hui, ces engins sont devenus hyper sûrs et vraiment très performants. À la suite de quoi, je me suis lancé dans ce que je pouvais me payer, c'est-à-dire le vol à voile. C'était quelque chose encore d'accessible. Et j'ai fait 6 ans où ça a été vraiment une école de vie très, très intéressante, où l'on apprend à voler, où on a en fait comme seul moteur le vent, les thermiques et la nature qui vous entoure. Et à la suite de quoi, j'ai passé une étape supplémentaire avec l'avion et avec lequel j'ai volé presque pendant 15 ans. Donc beaucoup d'expérience derrière vous, et je crois savoir qu'en 1987, il y a eu l'apparition ici à l'aéroport de Sion du groupe d'hélicoptères, et dont vous étiez à la base. Oui, enfin à la base, pas dans l'idée primaire, mais effectivement, il y a des hommes qui à un moment donné avaient un peu cette envie de démocratiser l'hélicoptère, parce que c'est vrai, pour le commun des mortels, l'hélicoptère est quelque chose d'inaccessible. Et on peut dire que c'était un peu vrai à l'époque. On comptait quand même, on parlait de
plus de 100 000 francs pour faire une licence professionnelle. Et le fait d'avoir créé un groupe hélicoptère en achetant des machines accessibles, des petites machines, c'est-à-dire à piston au lieu de turbine, qui changent déjà le prix de l'heure, permettait à tout un chacun de pouvoir commencer une licence. Et effectivement, Jean-Paul Gessler, Bernard Reva, qui est un peu les initiateurs de ce groupe hélico, ont en fait créé une petite association qui s'appelle encore aujourd'hui le groupe Hélicoptère de Sion et dans lequel je suis encore président, ça fait environ 20 ans. Et effectivement, j'ai signé en 87 une licence pour devenir pilote privé d'hélicoptère. Alors, dites-moi, ça c'est toujours intéressant de savoir. Évidemment, vous avez des moniteurs, quand vous faites un apprentissage, il faut des gens autour de vous. Est-ce que vous vous souvenez encore du premier vol lorsque vous étiez la première fois indépendant dans la machine? Alors oui, c'est un souvenir qui reste pour tous les pilotes. Lorsque le moniteur vous dit « Ok, on va faire un petit briefing ce matin, on va partir dans la région sierroise, on atterrira à Daval ». Et puis que ce vol se déroule comme il l'a prévu. Et tout d'un coup, il est dans la machine, il se détache. Et il dit, voilà, tu vas partir tout seul, tu vas du côté de Tourtemann-Rarogne et tu essayes de retrouver le terrain pour revenir là au point de départ. Donc il est clair que c'est quelque chose qui marque et on se dit, voilà, je suis effectivement dans cette machine que je désirais piloter. Qui en fait va nous offrir une certaine liberté. Et oui, ça marque, c'est clair, ça marque ce vol. En fait, c'est un rêve d'enfant qui aboutit à un moment donné. Absolument. Et puis on dit bien que le rêve, c'est le début du projet. Donc évidemment, ça a mijoté très longtemps. Mais voilà, le jour où vous partez seul avec cette machine, vous dites, enfin, voilà. Et on pense à rien d'autre que de prendre du plaisir à piloter, à dompter cette machine. Voilà, mais moi, je me dis, il faut quand même, pour avoir de la sécurité, pour avoir la confiance en soi, il faut quand même avoir un certain nombre d'heures de vol après. La confiance et la sécurité se mesurent pas nécessairement sur le nombre d'heures de vol. Vous parliez tout à l'heure de mes 4000 ou 5000 heures de vol. Les pilotes qui ont mon âge aujourd'hui et qui, eux, ont eu la chance de commencer à 20 ans, ont 10, 15, 20 000 heures de vol aujourd'hui, donc bien plus d'expérience. En fait, l'expérience, oui, évidemment, s'acquiert en volant. Mais je le dis souvent à nos élèves, il est important d'avoir une régularité dans les vols. De voler 1 heure sur les Alpes, c'est bien, mais peut-être de faire 4 fois 15 minutes avec un hélicoptère dans les procédures de départ, d'atterrissage, d'approche, de radiotéléphonie. Donc sensibilise le pilote. Voilà, donc tout ça fait que, effectivement, il est toujours attentif à faire les choses justes. Mm-hmm. Quand vous avez fait ce premier vol, est-ce que vous alliez imaginer qu'un jour vous seriez peut-être pilote d'hélicoptère professionnel ? En fait, ce rêve, je l'avais déjà depuis très 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 longtemps, mais il est évident que j'avais oublié un peu ça par le fait que lorsque j'avais 15, 16, 17 ans et que je parlais à la maison de devenir un jour pilote, j'étais un peu un extraterrestre parce que c'était exclu, donc d'un milieu quand même modeste. Voilà, il a fallu se débrouiller d'une autre manière pour arriver à atteindre cet objectif. L'accomplissement d'une licence pour un jeune qui désire peut-être atteindre le but que vous êtes aujourd'hui donc en pratique, est-ce que financièrement, est-ce possible? C'est, j'imagine, très cher. Et puis, quelle qualité faut-il avoir pour obtenir une licence? Alors, il y a plusieurs réponses à votre question. Je dis d'abord oui, c'est à la portée de tout un chacun qui a envie de découvrir cette machine, et peu importe l'âge. J'ai dans ma société un jeune qui a obtenu sa licence de pilote d'hélicoptère avant son permis de voiture. Donc à 17 ans, William Piton, qui est aujourd'hui un des pilotes de la société Helialp. Donc c'est un jeune pilote. Évidemment, à un moment donné, on doit investir. Ça passe forcément par un certain montant. Je l'ai dit tout à l'heure, le fait de pouvoir instruire sur des petites machines qui, grosso modo, coûtent dans les 600 francs de l'heure, une licence de pilote privé aujourd'hui avoisine dans les 35 000 francs. Alors qu'à l'époque, lorsque ces machines n'existaient pas, il fallait vraiment compter 100 000, voire plus. Mmh.
Donc c'est à la portée, comme vous dites. C'est à la portée de tout le monde, évidemment. Voilà, il ne faut pas avoir les deux pieds dans le même soulier, mais celui qui a vraiment envie de ça, donc il réussit à dompter la machine et à en devenir pilote, tout simplement. Dites-moi, Francis Sermier, êtes-vous un homme ambitieux? Oui, je crois qu'il faut l'être un petit peu, bien sûr. On a envie de réussir quelque chose, on a envie aussi, ça fait partie un peu des plaisirs de la vie. Au départ, c'est plutôt ça que de penser à en vivre, puisque voilà, le cours de la vie fait que j'ai pas franchement débuté directement dans l'aviation, mais j'étais plutôt dans la construction. Et en parallèle, j'ai toujours fait de l'aviation et j'avais toujours un petit coin de mon esprit qui me disait peut-être un jour tu auras une machine ou tu vas piloter une machine. Voilà, c'était effectivement un objectif. Alors, après 15 ans d'expérience, vous avez fondé votre société Elialp, qui est énorme. Vous disposez combien de machines dans votre société? Alors aujourd'hui, Elialp opère 10 machines. Donc ça va du Robinson R44, c'est du moteur piston 2 places, du R44 4 places, toujours du moteur piston, et ensuite toutes des turbines. Des machines qui sont vraiment donc à la pointe de ce que l'on trouve aujourd'hui dans la flotte européenne, et ce sont toutes des machines pratiquement neuves. Alors, ma question est peut-être un petit peu idiote. Lorsque l'on voit passer un hélicoptère à travers le ciel valaisan, on lève nos yeux, on regarde cette belle machine. Combien peut-on évaluer quelle valeur d'un appareil comme ça, d'une manière générale? Alors, d'une manière générale, si on parle d'une valeur à neuf, vous avez la machine qui est devant moi, ça avoisine les 2,5 millions à 3 millions de francs suisses. Après, évidemment, vous avez des petites machines. La première dont je vous ai parlé, le R22, qui est un moteur piston, c'est dans l'ordre de 350 000 francs. Et pour aller au bout de la chaîne, dans la catégorie des hélicoptères, je vais dire légers, c'est celui qui est derrière moi. Et là, ça avoisine tout de suite les 7 millions de francs suisses. Alors, le Bell 429, puisque vous en parlez maintenant, qu'est-ce qu'il a en plus que les autres appareils, celui-là? Alors, ce Bell 429, d'abord, c'est une nouvelle génération d'hélicoptères. Ce qu'il a en plus des autres, c'est déjà un moteur en plus, parce que c'est un biturbine. Il a un avionique qui est des plus récents, des plus modernes. C'est un hélicoptère qui possède un pilotage automatique. Contrairement à tous les autres, cette machine-là est capable de voler absolument seule une fois que vous l'avez soulevée de terre et qu'elle est lancée dans l'espace. Elle est capable de voler absolument seule, d'intercepter des approches aux instruments sur des aéroports comme Genève, Berne, Zurich ou même Sion. Elle a une puissance qui est au-delà de ce que l'on a sur les autres machines, un volume très spacieux pour soit le transport de personnes ou soit, comme vous voyez derrière moi, l'équipement M, c'est-à-dire de sauvetage ou de secours. J'ai remarqué également qu'il y a un équipement médical particulier dans cet appareil. Oui, alors cet équipement comporte de l'oxygène, donc qui est directement installé dans un circuit interne de l'hélicoptère qui permet en fait d'alimenter le patient, évidemment qui est sur un brancard complètement amovible. Il y a 2 pouces seringues, il y a des instruments qui mesurent la pression, qui permet en fait de stabiliser un patient et de le transporter d'un hôpital à l'autre. Alors, dites-moi, votre qualité aujourd'hui de directeur d'Elialp, président du conseil d'administration, bon, c'est une fonction peut-être administrative aussi, mais vous pratiquez, vous êtes toujours tous les jours dans le terrain, je crois le savoir, que vous faites du taxi. Je me plais à le dire, je suis un taximan, voilà, dans les les airs. déserts tout simplement, et on porte les valises, on dit bonjour, on ouvre les portes, on les met en place, et voilà, et ensuite, on essaye d'assurer le vol, non seulement essayer, mais on doit en fait assurer le vol d'un point A à un point B avec toutes sortes de gens qui utilisent nos services. Voilà. Vous avez, je le sais, rencontré des personnalités du monde du spectacle, du monde politique, enfin, toutes sortes de gens. J'imagine qu'à un moment donné, il y a des amitiés qui se tissent du fait que ces personnes mettent cette confiance en vous. Parce que finalement, on doit être sûr d'avoir le pilote qui soit vraiment compétent. C'est effectivement une affaire de confiance. Et je peux dire qu'aujourd'hui, avec, je vais dire, les clients, je vais utiliser ce mot au départ, deviennent en général des amis d'Elialp.
parce qu'effectivement, on vole régulièrement avec eux sur des destinations, que ce soit Paris, Cannes, Monaco, Saint-Tropez. Donc on fait de longues distances, ben oui, on partage les vols avec eux et en fait, on nous fait confiance. Souvent, ces mêmes personnes nous confient leurs enfants pour les déplacer d'un endroit à l'autre. Donc effectivement, il se passe autre chose que simplement le job de piloter une machine. C'est en fait le contact humain qui rend également cette profession des plus intéressantes. Est-ce que la peur de l'accident vous affleure l'esprit de temps à autre quand même, malgré les années d'expérience? On ressent peut-être moins le danger quand on est tellement habitué. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, on se dit, mais j'ai peur. Alors malheureusement, les accidents ne sont pas liés à l'expérience. Ça veut dire que 5 000, 10 000 heures de vol, si c'était comme cela, donc il n'y aurait plus d'accidents. Non, c'est malheureusement des choses qui arrivent, des erreurs humaines dans la plupart des cas. Et penser à l'accident, évidemment, plus on prend de l'âge, plus on est un peu sur la réserve, on va prendre un peu plus de marge dans les décisions de certains vols, des météos. Exemple d'aujourd'hui où je suis parti du côté de Altorf pour chercher des gens, la météo n'était vraiment pas bonne. Et voilà, est-ce que les minima suffisent pour assurer le vol avec les passagers ou pas? J'ai fait le vol, alors évidemment ça s'est super bien passé, à part le feu en rentrant dans le Valais qui a un peu secoué les personnes. Mais l'accident, non. Je pense qu'il ne faut pas vivre avec ça. Forcément, on y pense de temps à autre quand on survole des zones hostiles, un peu à se dire, ben voilà, je regarde en dessous en disant, voilà, où est-ce que je pourrais poser ma machine maintenant si la turbine s'arrêtait? Alors oui, ça m'arrive de temps à autre, mais je ne vis pas avec ça tous les jours. Mais en fait, quels sont les plus grands dangers de l'accident, nonobstant le fait qu'il y a des problèmes d'intempéries, mais il y a peut-être d'autres dangers? Alors, il y a des dangers spécifiques à certaines opérations. Vous prenez en fait des compagnies qui font du débardage toute la journée, c'est-à-dire que le pilote il est à 20, 30, 50 mètres au-dessus des sapins et pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, il va sortir des cure-dents toute la journée et s'il lui arrivait une panne moteur, il aurait évidemment beaucoup moins de chances qu'une personne qui fait un transfert, je vais dire, de Genève à Sion, qui vole à 3000 mètres d'altitude et qui aurait une panne turbine et qui aurait en fait tout le temps de trouver un terrain et puis de pouvoir poser. Et ensuite, évidemment, le grand danger pour tous les pilotes, c'est évidemment les câbles et Dieu sait que nous avons laissé beaucoup de vie à ce genre d'accident, pour ne parler que de Fernand Martignoni ou d'autres. Voilà. J'aimerais vous demander l'accident de Fernand Martignoni qui a marqué les esprits pour les personnes qu'on connu, ou bien plus récemment l'accident de Montbéliard qui était dû quand même au brouillard, sauf erreur. Est-ce que ça vous a laissé des traces, à vous, pilote? Alors évidemment, on est sensibilisé tout de suite par ça. Alors évidemment, Fernand, c'est une histoire beaucoup plus ancienne, mais finalement, c'est le même cas qui s'est reproduit à plusieurs endroits avec un ami Kéline d'Eli Suisse il y a 3 ans aussi, qui a malheureusement touché un câble lors d'un vol d'instruction. Donc oui, ça nous touche. Le cas Montbéliard est un cas un peu différent et c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc à un moment donné, le pilote, il a une décision à prendre. Il est avec des gens, souvent, à l'intérieur de la machine, qui en fait l'ont mandaté pour aller à un point B et qui vont lui dire « Ah, mais moi, j'ai ma séance qui va commencer dans d'une demi-heure. Il faudrait que tu nous trouves une solution, puis il faut poser maintenant. » Et suivant comment le pilote, et là, l'expérience de la vie, l'expérience du vol, en fait, il n'y a rien qui permet de mettre en danger les gens. Et en tout cas, pas le chronomètre ou un rendez-vous. Et le fait de vouloir traverser une couche de brouillard lorsque celui-ci touche les sapins en dessous, c'est une décision malheureuse. Alors pour vous, il y a quand même eu des moments difficiles, peut-être, vraisemblablement à cause des intempéries, où vous ne vous attendiez pas du tout, et puis les clients sont avec vous, il faut les sécuriser. Alors il est clair que le vol se fait dans la mesure où le pilote a décidé qu'il pouvait le faire, donc il n'y a aucune pression de ma part ou de mes associés pour dire ben voilà, non, il faut y aller parce que il nous faut. Non, le pilote décide de faire le vol. Maintenant, si au cours du vol, la météo se dégrade ou que le vol n'est plus possible ou la sécurité est mise à mal, nous avons justement la possibilité avec l'hélicoptère
on essaye dans les 5 minutes qui viennent de trouver un petit restaurant et de poser devant. Et puis on attendra le soleil. Alors, juste 2 mots, puisque nous nous trouvons ici, au sein même de l'aéroport de Sion. On sait que cet aéroport est menacé. Vous êtes dans le milieu tous les jours. Comment voyez-vous son avenir ? Alors, l'avenir de l'aéroport de Sion, pour y vivre tous les jours, je vais dire c'est une chance extraordinaire. C'est une plaque tournante au niveau de l'Europe. C'est un aéroport que toute l'Europe nous envie au travers des jets d'affaires, de l'hélicoptère, des vols. Il y a beaucoup de groupes, des groupes vol à moteur qui tous les jours volent ici autour justement pour faire des licences, pour enseigner le vol à voile, le paraclub, le groupe hélicoptère. Et je répète, je pense qu'elle a un avenir, mais il faut lui donner les armes nécessaires pour se défendre, à savoir, par exemple, des horaires qui permettent aux hommes d'affaires de quitter le terrain à 7 heures et de revenir le soir à 21 heures, voire peut-être 21h30, et ne pas de travailler avec le rythme du soleil. Bien sûr, je comprends. Dites-moi, quels sont vos rapports avec les autres compagnies d'aviation, notamment d'hélicoptères? On pense à Air Zermatt, on pense à Air Glacier, etc. Est-ce que ça vous arrive de collaborer? Alors c'est une question un peu pointue que vous me posez là, parce que oui, il y a Air Zermatt, comme vous le dites, et il y a Air Glacier. Alors je vais commencer par Air Zermatt. Lorsque nous avons créé cette société avec Jean-Daniel Berthaud, Jean-Marc, mon frère également, et Jean-Luc Grèche, qui sont mes associés, on s'était approché d'Air Zermatt et pendant 7 ans, nous avons en fait donné toute la maintenance de nos... Nous en avions 8 à l'époque. Nous avions donné toute la maintenance à Air Zermatt. Et pour une histoire, je ne sais pas trop comment l'expliquer, parce qu'on dit qu'en Valais, les 2 plus vieilles choses sont la jalousie et le fun. Et apparemment, on a dû déranger un peu, si bien qu'à un moment donné, on nous a interdit l'accès de la plateforme de Zermatt, parce que vous le savez qu'à Zermatt, il existe une plateforme privée que eux seuls peuvent gérer. Et en fait, on nous a tout simplement refusé l'accès. Et voilà, c'est quand même un peu dommage. Et il s'est passé cette fameuse histoire de Bill Gates, oui, que j'avais demandé pour en fait avoir l'autorisation d'atterrir et qu'on m'avait refusé. Et qui avait donné un peu, qui avait fait couler de l'encre un petit peu, parce que on avait posé Bill Gates du côté de Stalden et on l'avait monté avec un van, et il s'est promené dans Zermatt sans que quelqu'un, je vais dire, de la commune ou de la bourgeoisie le reçoive. C'est triste tout de même, parce qu'une collaboration serait bien plus efficace. Évidemment, on se doit de se serrer les coudes aujourd'hui. De travail. D'abord, on est complémentaires, Helialp est le tout petit poussé du système. Donc on essaye de faire notre petit chemin, de créer des opérations, de venir avec des nouvelles idées, de nouvelles machines. Donc aujourd'hui, je ne crois pas manger ou marcher dans les plates-bandes d'Air Zermatt. Ce que j'ai envie de vous demander aussi, Francis Sermier, puisque nous nous trouvons ici, 2 mots sur Bruno Bagnoux. Bruno Bagnoux qui est quand même un dinosaure des sauvetages en Valais. Quels sont vos rapports avec lui ? Il est derrière, en fait, toute l'histoire de l'hélicoptère. Il est vraiment tenace. Il veut évidemment perdurer, parce que c'est important aujourd'hui avec l'écrasante approche de l'EASA, ce qu'on appelle en fait les normes européennes. Ces normes-là sont en train de tuer l'aviation légère que nous pratiquons. Et Bruno se bat comme un beau diable pour en fait survivre à tout ça, et nous également. Est-ce que vous avez l'intention de collaborer avec Air Glacier ? Alors, j'allais le dire, donc la collaboration avec Bruno est justement excellente. On a tout récemment signé une convention de collaboration dans le milieu du sauvetage. Et on devrait, je vais dire, dans les semaines prochaines, commencer effectivement à opérer dans ce secteur également, avec le Bell 429. On arrive malheureusement au terme de cette émission, mais moi j'ai encore une chose que j'ai envie de vous demander, c'est de partir avec vous depuis notre siège sur les Alpes. Un petit vol sur les Alpes avec vous, tout en restant dans notre siège. Ça peut se faire ? Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui, Francis Sermier. C'est moi qui vous remercie.